à tous et toutes, bienvenue. Mon nom est David Girard, de retour à l'animation cette semaine. Aujourd'hui, au programme, Sabrina Gaudreau-Drouin aborde la question des plantes médicinales au Québec. Bonjour Sabrina. Bonjour. Ensuite, Antoine Brousseau-Desaulniers nous parle de la commission Pépin-Robert, commission lancée par le gouvernement fédéral. Bonjour Antoine. Bonjour David. Amélie Roy-Bergeron nous raconte l'histoire de l'île des Sœurs. Bonjour Amélie. Bonjour David. Bonjour. Également présente à la régie ce matin. En fait, ce soir, cet après-midi, on est un peu en différé. Ça mélange l'animateur ici, Valérie Beaulieu-Paquette. Comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Allô tout le monde. Et qu'est-ce que tu nous racontes aujourd'hui comme anecdote? Aujourd'hui, je vais faire une anecdote sur la révolution de Wuchang, qui est la révolution qui a mis fin au régime impérial chinois. Ah, bien, une belle équipe pour vous accompagner. Je propose d'ailleurs de passer directement à l'anecdote. Pourquoi pas? Oui, alors mon fun fact d'aujourd'hui concerne le soulèvement de Wuchang, qui est un soulèvement qui a eu lieu en 1911 en Chine. Il se déroule dans le cadre de la Révolution chinoise de 1911 ou Révolution Xinhai. C'est la révolution qui est très connue pour avoir mis fin au régime des Qing qui sont renversés après 268 ans de règne et qui voit disparaître avec lui le régime impérial tout entier qui gouvernait la Chine depuis des millénaires. Et moi, tout ce que j'ai envie de soulever aujourd'hui, c'est à quel point tout ça a commencé avec un petit incident qui a vraiment eu un effet domino. Donc, une explosion toute accidentelle qui va forcer les révolutionnaires républicains à lancer leur révolte plus tôt que prévu. Le 6 octobre, il y a quelqu'un qui patentait une bombe, et puis cette bombe à moitié achevée a explosé. Le gouvernement impérial de la province va enquêter et va exécuter 3 des chefs rebelles qui étaient impliqués dans cette explosion. Et le vice-roi mandchou, du nom de Zhuge Chang, va proclamer un couvre-feu. Et là, en réaction, il y a un des chefs des groupes révolutionnaires qui va décider de déclencher immédiatement une insurrection. Sauf que les ordres qu'il va diffuser vont être interceptés et lui et divers de ses complices vont être exécutés sur le champ. Le 10 octobre, donc, des troupes régionales de soldats qui étaient gagnées à la cause des révolutionnaires entendent parler du fait qu'ils ont été réprimés. Et ces soldats qui sont donc gagnés à la cause vont participer et passer à l'action. Ils vont prendre les armes dans le district de Wuchang et avec grand succès. Il va y avoir donc une purge assez violente des gardes royales. Impériaux, je veux dire, et une suite de massacres aussi au sein de la population. Donc, il va y avoir une petite guerre civile qui va se déclencher à ce moment-là. Le 11 octobre, tout le district est maintenant sous le contrôle des insurgés. Et puis, ils vont créer un gouvernement militaire républicain qu'on va appeler le gouvernement militaire républicain du Hubei. Et ce gouvernement-là va ensuite envoyer des télégrammes aux troupes des autres provinces qui vont donc les inciter à rejoindre le mouvement. En 6 semaines, 15 provinces sont ralliées à la cause républicaine. Et puis, finalement, en décembre, 18 provinces de Chine finissent par se rallier à la cause. Et donc, c'est bel et bien une révolution avec grand succès. Il y a eu peu de vagues dans les journaux au début à propos de cet incident-là. Il y avait seulement à Pékin qu'on va vraiment reconnaître d'emblée l'ampleur de la situation, donc la gravité de la situation. Les femmes mandchous, par exemple, vont commencer à s'habiller comme des Han, qui est l'ethnie chinoise d'origine, disons, pour se camoufler, pour éviter, dans le fond, de se faire tuer. Et donc, tout ça a fait de boule de neige et c'est assez comique parce que, bon, à partir des années 1890, il y avait divers mouvements nationalistes qui travaillaient pour cette révolution-là. Donc, le Xinzhonghui, Hua Xinhui, aussi le mouvement de Sun Yat-sen qui était le Tongmenghui. Et c'est un peu, dans le fond, c'est l'aboutissement du travail de tous ces mouvements-là, mais il faut dire que ce qui déclenche la révolution n'est qu'un simple incident. Sun Yat-sen n'était même pas en Chine à ce moment-là. Il s'est dépêché sur les lieux ensuite pour reprendre le contrôle de ce gouvernement-là. Donc voilà ma petite anecdote d'aujourd'hui, le soulèvement de Wuchang, comme quoi des explosions accidentelles peuvent faire effet domino et renverser des régimes. Voilà. Nourriture, ornements et remèdes. Moi qui connais peu de choses dans le domaine, comment a-t-on fait au Québec pour savoir que les plantes avaient des propriétés guérisseuses? Je l'ignore. Sabrina est là pour nous l'expliquer aujourd'hui. Bonjour, écoute, salut. Mais je vais pas vendre mon punch là, tout de suite. Là, fait que... Tu fais bien.
Écoute ça, tu vas en apprendre un paquet sur les plantes aujourd'hui. Parfait. Donc, bonjour à toutes et à tous. Encore une fois, cette semaine, je délaisse un peu mes champs d'expertise traditionnels pour vous parler d'un sujet qui est devenu une vraie passion. Quasi une obsession là, à certains points dans ma vie, les plantes, mais particulièrement leur utilisation puis leur caractère aussi. Je vais donc vous parler de plusieurs plantes médicinales qui se sont taillées une place dans nos pratiques et qui ont parfois même servi la science pour concocter certains médicaments que l'on connaît. Mais aussi de la progression rapide de la pharmacologie qui a un peu terni ou du moins là, marginalisé la réputation des plantes dans le domaine de la santé. D'ailleurs, avec tous les émois là, qu'on voit présentement dans l'actualité concernant les vaccins, je me suis dit qu'on allait faire ensemble un léger retour. Oui, un léger retour en arrière là, sur les remèdes d'antan. Considérant aussi là, un mouvement quand même plus large de retour vers un savoir-faire plus naturel qui prend de plus en plus de place et de popularité, notamment par les médecines douces comme la naturopathie, la phytothérapie ou même l'homéopathie, par exemple. D'abord, je vais commencer par c'est quoi une plante médicinale? C'est une plante qui est reconnue et utilisée pour ses propriétés à influencer la santé de l'humain, mais aussi pour ses propriétés thérapeutiques. Il faut dire que malgré l'évolution de la pharmacopée et des manières de guérir, les ingrédients actifs et certaines plantes sont encore au cœur de plusieurs médicaments d'ordonnance. Mais comment on les utilise, ces plantes-là, pour la concoction des remèdes? En fait, il faut savoir que jusqu'au 18e siècle, les écrits antiques de Galien et Hippocrate, qui sont deux figures de la médecine, ont encore une grande influence sur les pratiques thérapeutiques et médicales. D'une part, par la théorie des humeurs, qui consiste en lorsqu'une personne est malade, c'est en fait que les substances liquides dans son corps sont déséquilibrées. Fait que les méthodes pour soigner... Donc, il faut les rééquilibrer. Les vieilles méthodes de médecine m'ont toujours fait extrêmement rire. Le flegme, la bile noire, la bile jaune et le sang. Mais c'est exactement les seuls quatre liquides dans ton corps. Les seules choses qui peuvent te rendre malade, en fait. Fait que les méthodes pour soigner ce déséquilibre-là, c'est souvent des purgations, mais aussi des lavements avec des concoctions de plantes, puis les fameuses saignées là, qu'on a beaucoup entendu parler pour rééquilibrer le tout et redonner la santé à la personne touchée par la maladie. L'autre tendance, c'est la théorie des signatures, qui est connue depuis quand même... longtemps, voire l'Antiquité, mais qui est particulièrement développée et acceptée là, par Paracels, qui est un alchimiste et médecin suisse du 16e siècle. En quoi ça consiste, la théorie des signatures? Oui, selon cette théorie-là, en fait, chaque maladie peut être soignée par un remède spécifique. La composition de ces 10 remèdes est souvent végétale, mais on peut y ajouter aussi là, des éléments minéraux et aussi animal. J'ai pas beaucoup lu là, sur la partie animale, fait que je sais pas trop en quoi ça consiste. Est-ce qu'on ajoutait des peaux ou du sang animal? J'ai l'impression que oui, mais ça reste à voir. Mais le plus souvent, le type de remède à utiliser, c'est déterminé par l'organe ou le membre qui est malade ou par rapport aux symptômes. Fait que dans le fond, le type de plante est choisi pour sa forme, pour sa couleur, puis sa ressemblance avec la maladie. Fait que dans le fond, si je suis diagnostiquée avec un problème de sang, je dois me soigner avec une plante qui est rouge. Ce qui est tout à fait logique. Qui l'eût cru? Je réitère, les méthodes anciennes m'ont toujours fait beaucoup rire. Dans la même veine. Puis là, c'est un petit jeu de mots. Hein? Certains remèdes à composition secrète circulent aussi au Canada vers la fin du 18e siècle. Ils sont à ce moment-là vendus là, comme des produits miracles, puis leurs fabricants profitent en fait de l'essor de la publicité dans les quotidiens pour accroître leur popularité auprès de la population. Fait que c'est un peu, dans le fond, ces médicaments-là sont un peu comme les promesses des produits perte de poids miracles d'aujourd'hui. Ce qui m'amène à une autre question aussi par rapport aux plantes médicinales. Elles viennent de où? Puis qui concocte les remèdes, en fait? Qui les promulgue? Plusieurs espèces de plantes sont des plantes qui ont été introduites ici au Canada, mais la plupart du temps, elles sont en fait cultivées là, à même le jardin des apothicaires et apothicaresses. Fait que des fois, c'est des trucs importés, mais le plus souvent, là, c'est qu'est-ce qu'on retrouve sur notre terrain. Puis les jardins des apothicaires, c'était dans les congrégations religieuses ou... Oui, en fait, les jardins médicinaux dans la Nouvelle-France sont souvent juste à proximité, en fait, de l'hôpital. Fait qu'on s'approvisionne à même notre cour, si on peut dire ça comme ça.
Puis ces jardins-là, en fait, vont avoir un réel potentiel. Ils vont devenir, en fait, tellement prolifiques que l'Europe va en profiter pour importer plusieurs variétés pour fabriquer des remèdes. On va d'ailleurs en profiter parce que les Européens voulaient depuis longtemps percer le marché chinois, mais il y avait peu à offrir que l'Orient n'avait pas à ce moment-là. Ils vont donc se tourner vers le Canada. Puis on a un exemple ici avec un jésuite qui va découvrir le ginseng d'Amérique. Il va être particulièrement prisé en Chine au milieu du 18e siècle pour ses propriétés aphrodisiaques. Le ginseng faisait déjà partie de la médecine traditionnelle nord-américaine. C'est juste que ses vertus étaient quand même assez différentes là, de celles que lui accordaient les Chinois. Mais c'est un peu ça avec les plantes, là, c'est toujours des connaissances, mais il y en a tellement plus aussi à savoir. C'est pas tout le monde qui utilise les plantes de la même façon. Puis souvent, plusieurs parties de la plante ne font pas les mêmes effets sur le corps. J'imagine ici que le contact avec les Autochtones a été aussi prolifique, puis que ça nous apportait du savoir supplémentaire. Effectivement, puis je vais en parler juste un petit peu plus loin. Ah, d'accord! Je me posais la question, je me suis dit, les auditeurs se posent sûrement la question aussi. Bien, ils vont avoir réponse à leurs questions, c'est promis. Restez avec nous. À ce moment-là, le ginseng est considéré comme une richesse incroyable du Canada. Pour le bien de son commerce, en fait, on commence même à recueillir des témoignages sur les bienfaits du ginseng pour les propager. On affirme qu'il peut, en fait, presque tout guérir. Fait que la fièvre, l'asthme, en passant par les troubles d'estomac puis les problèmes de reins. Fait que c'est vraiment une plante tout usage. Par contre, l'effet de la spécialisation là, commence déjà à se faire ressentir, car un missionnaire jésuite du Sault-Saint-Louis va écrire, et je le cite, « Personne jusqu'à présent n'a encore analysé le ginseng. Le frère apothicaire des Jésuites de Québec, un excellent pharmacien, entend procéder à un examen chimique de la plante l'an prochain pour en découvrir les propriétés. » C'est un projet à long terme. Je l'ai pour ma part soumise au feu. Elle ne brûle pas. Ce qui me porte à croire qu'elle contient de la résine de lys. Elle ne produit pas de flamèche non plus, donc contient peu de sel. Le gentilhomme de l'Académie royale des sciences, un homme fort capable, nous donnera une meilleure idée des vertus de la plante. Fait qu'on remarque là, déjà que l'usage des plantes se veut de plus en plus axé sur les connaissances de ses composantes, puis de moins en moins là, sur son apparence ou sur ses effets directs. La réputation du Canada comme contrée aux plantes aux bonnes vertus va quand même se propager, si bien que dès les lendemains de la conquête, un chirurgien et apothicaire britannique, Henry Taylor, découvre l'essence d'épinette. Il l'utilise dans ses expérimentations, en premier le combiné avec de la bière, puis il va découvrir en fait que c'est un excellent remède contre le scorbut, un peu comme l'Aneda qui l'était pour les Autochtones, mais qui était auparavant fabriqué avec du cèdre blanc. D'ailleurs, les remèdes élaborés par les Autochtones influencent beaucoup certains chirurgiens. Plusieurs remèdes des Autochtones sont notamment récupérés là, par les médecins et les apothicaires. Le cèdre rouge, par exemple, va se trouver de plus en plus, comme le veut certaines pratiques autochtones, à la base de potions abortives. Pour provoquer, en fait, soit un accouchement ou un avortement. J'allais dire pour guérir le scorbut, mais d'accord. Ça répond à ma question. D'ailleurs, il y a aussi la sanguinaire qui est populaire en Amérique du Nord puis qui va faire sa réputation pour sa capacité, en fait, à soigner les enflures, les maux articulaires, mais aussi d'agir à titre de colorant. Mais elle est aussi mythique, en fait, pour ses supposées propriétés abortives. Fait qu'on voit que vraiment, là, c'était populaire, les propriétés abortives. C'était important à ce moment-là. C'était une préoccupation. La sanguinaire, c'est une plante, une fleur? C'est une plante. Puis en fait, l'intérieur de la plante, il y a comme un liquide qui est rouge. Puis c'est pour ça qu'on l'appelle la sanguinaire. Elle dispose par ailleurs de plusieurs propriétés antimicrobiennes. Par contre, là, on va découvrir avec le temps qu'à dose élevée, la molécule qui s'appelle sanguinarine est un poison pour les animaux, mais aussi pour les humains. On l'avait d'ailleurs ajouté à certains produits commerciaux de santé buccale, comme les dentifrices, par exemple, ou les rince-bouches. Par contre, au début des années 2000, il y a une compagnie qui va retirer complètement la sanguinarine du marché à cause d'effets indésirables, fait que probablement de micro-empoisonnement. La sanguinaire n'est toutefois pas à négliger encore aujourd'hui. Il y a des recherches en laboratoire là, qui ont démontré que la sanguinarine, qui est la molécule, possède des propriétés anticancéreuses par un mécanisme là, de mort programmée des cellules. Fait que la sanguinaire reste quand même importante. Là, Encore maintenant, il y a des plantes dans plein de médicaments, par exemple.
Oui, oui, ils sont à la base de plusieurs médicaments. La plupart de leurs ingrédients actifs ils se retrouvent là, dans les médicaments. Malgré ces quelques emprunts-là à la médecine qui est plus aux connaissances, en fait, qui sont plus autochtones, il y a quand même une méfiance des Français puis des préjugés envers leur médecine. Ça explique pourquoi très peu des produits utilisés par les Autochtones se taillent une place dans la pharmacopée plus officielle. Puis ils restent plutôt dans les pratiques populaires, fait que nos fameux remèdes de grand-mère. En général, ce sont aussi les religieuses qui préparent les médicaments. Donc, c'est pour ça un peu que la tradition ne se poursuit pas. Par contre, l'expérience canadienne puis le contact avec les femmes autochtones des religieuses va tout de même permettre l'apprentissage de nouvelles connaissances. Puis les religieuses ne vont pas hésiter là, à transiger les règles d'élaboration des remèdes pour utiliser les produits locaux. Parce qu'on a quand même une grosse tradition pour l'élaboration, justement, de ces 10 remèdes. On a des plantes qu'on est censé utiliser pour tel type de remède. Fait que, justement, l'expérience canadienne va remettre un peu tout ça en question. Puis ils vont pas hésiter, justement, à utiliser des plantes ou des remèdes plus efficaces, justement, que qu'est-ce qu'on peut retrouver en Europe. Au 19e siècle, les développements dans le domaine chimique rendent possible plusieurs avancées importantes dans l'art de soigner. Par exemple, les pharmaciens Pierre-Joseph Pelletier et Joseph Caventou parviennent à isoler une série d'alcaloïdes qui correspondent dans la pharmacologie actuelle à tous les noms communs de terminaison en -ine. Fait que la nicotine, la caféine, même la morphine. OK. Fait que maintenant qu'on peut synthétiser les ingrédients actifs des plantes, la concoction de remèdes va changer. Mais va tout de même conserver une certaine popularité. Dans le fond, ce savoir-là ne va jamais disparaître totalement. Cette situation-là peut être expliquée en partie par le fait qu'il y a de nombreux imprimés qui contribuent à la diffusion et à la légitimation du savoir relatif aux végétaux. Il y a plusieurs botanistes, là, tels que Léon Provencher et le frère Marie-Victorin, qui reconnaissent l'importance de cette forme de traitement-là dans leurs ouvrages. Puis ça relégitimise, si je peux dire ça comme ça, un peu l'utilisation puis les propriétés de ces herbes. Fait que des publications aussi plus axées là, sur le commerce et l'industrie permettent au début du 20e siècle à la thérapeutique végétale de retrouver un peu sa renommée, suite à une profonde réaction aussi devant l'utilisation abusive là, des médecines brevetées, fait que tout ce qui est plus nouveau. Les publications destinées aux professionnels de la santé confirment également la valeur médicinale des plantes. Cependant, dans les années 1930, ces derniers vont de plus en plus prôner l'emploi de médicaments chimiques et s'opposer aux pratiques de l'autodiagnostic et de l'automédication par les végétaux. Chose qu'on fait encore aujourd'hui. Au début du 20e siècle, le processus de médicalisation des hôpitaux fait aussi que l'hôpital, ça devient le principal lieu de pratique des médecins, puis de soigner, de l'art de soigner, en fait. Si les apothicaresses jouent un rôle prépondérant dans les soins aux patients jusqu'à la fin du 19e siècle, la spécialisation de la pratique médicale confine de plus en plus le pharmacien à son local, puis à la préparation des médicaments, puis ça l'isole de l'équipe de soins. Fait que si je peux conclure, en fait, il faut admettre que l'histoire des plantes médicinales est étroitement liée à l'évolution des disciplines médicales. C'est vraiment difficile de séparer les croyances et les avancées, mais il faut dire que ce savoir-là va jamais se perdre, si on veut, puisqu'on l'utilise encore aujourd'hui, puis qui est encore très populaire. Je vais m'arrêter ici. Merci. Très On aurait intéressant. pris pour vraiment plus longtemps, en Oui, fait. on fera une deuxième chronique. Je pense qu'on va continuer. Tout à fait. Merci à toi. C'était fort intéressant. Si vous souhaitez en apprendre davantage, continuez de nous écouter. En fait, là, vous allez pouvoir suivre les travaux de Sabrina à travers l'émission et les chroniques à venir. Valérie, qu'est-ce qu'on écoute? On va aller en musique avec le groupe Zouz. C'est d'attendre le bout du calvaire qui nous hante. De trop, de tout
Bon retour à Histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca. David Girard au micro. La commission de l'unité canadienne, où Pépin Robert, ma foi, un sujet excitant et sexy, au nom de ses commissaires, est mise sur pied en 1977 par le gouvernement libéral d'Ottawa en réaction à l'élection du Parti québécois. Antoine, pourquoi cet événement est-il un moment marquant dans la culture, dans l'histoire de la culture politique québécoise? Ouais. Eh bien, David, il faut savoir... Il faut savoir qu'avant, justement, cet événement, si on peut dire, entre 71 et 1976, le débat constitutionnel canadien se trouve dans une impasse. On est bloqué. On est bloqué. La dernière des rondes de négociations pour rapatrier puis modifier la Constitution et qui s'était étalée de 1967 à 1971 s'est soldée par le refus du premier ministre québécois Robert Bourassa de consentir à la formule dite de Victoria, la ville où elle a été élaborée, qui, elle, était privilégiée par les autres partenaires de la Fédération. Les protagonistes, dont le très honorable Pierre-Éliott Trudeau, restent bien campés sur leur position et restent donc au pouvoir tout au long de ce prélude, de ce prélude au sujet de cette chronique, pour ainsi dire. Le plus, les vicissitudes de la politique ordinaire, entre guillemets, les forcent à jeter leur dévolu sur d'autres dossiers, notamment la crise économique provoquée par les chocs pétroliers, et ainsi à mettre en veilleuse les débats constitutionnels. Or, force d'une majorité nouvellement acquise lors des élections de 1974, Trudeau cherche à remettre sur les rails son projet de rapatriement. Devant le refus de certaines autres provinces, dont le Québec, de considérer à nouveau la formule de Victoria, Trudeau met de l'avant pour la première fois l'idée du rapatriement unilatéral de la Constitution. C'est-à-dire ce qui s'est passé en 80, ce qui s'est passé en, qui s'est pas vraiment passé en 82. Là. Oui, 82, mais il y avait le consentement des autres provinces autres le Québec. Mais Trudeau menaçait à ce moment-là parce qu'il y avait plusieurs autres provinces qui voulaient pas. Il dit je vais la rapatrier sans votre accord dans ce cas-là. C'était le début de l'argumentaire selon lequel le fédéral avait le pouvoir de le faire. Ce que la Cour suprême a jugé qui était légal mais anticonstitutionnel, d'où le fait qu'il y avait eu une majorité substantielle des provinces qui l'ont fait en 82, qui ont donné leur accord en 82, puis que c'était correct finalement. Okay. C'est ça. Mais donc, devant cette menace, Robert Bourassa croit nécessaire de demander au peuple québécois de lui donner un mandat clair pour s'y opposer. Des élections sont prévues pour la fin de 1976. Le Parti québécois, mettant habilement en sourdine son option souverainiste qui lie à la tenue d'un référendum, fait porter le débat électoral sur la question économique et l'obligation d'avoir un bon gouvernement pour y faire face. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? En pleine crise économique, le discours porte. Oui. La stratégie porte fruit. Le PQ de René Lévesque est élu à la consternation du reste du Canada. Une nouvelle phase du débat constitutionnel commence donc. C'est bien. Oui. Il fait ses liaisons, hein? Oui, c'est ça. Donc, pour Ottawa, l'enjeu, c'est plus seulement de rapatrier la Constitution, mais de garder le Québec dans le Canada pour les mêmes choses pour les fédéralistes québécois. C'est plus seulement de donner la réplique à Pierre-Éliott Trudeau avec une version alternative du fédéralisme, mais aussi de mettre en échec le front référendaire ouvert par les forces souverainistes. Okay. Donc, devant cette impasse résultant tant de l'élection du Parti québécois que de l'attitude d'autres premiers ministres provinciaux, dont celui de l'Alberta, Trudeau crée, le 5 juillet 1977, par décret, une commission d'enquête pour faire le point sur l'état de la Fédération canadienne et proposer des solutions possibles aux problèmes identifiés. L'ancien premier ministre conservateur de l'Ontario, John Roberts, est nommé président de cette commission de l'unité canadienne, conjointement avec l'ancien ministre libéral Jean-Luc Pépin. De septembre 1977 à avril 1978, la commission parcourt le pays pour recueillir l'opinion des Canadiens. Les commissaires se rendent compte que le Canada vit une crise constitutionnelle très sérieuse. Ce constat est semblable à celui de la commission sur le bilinguisme et le biculturalisme, autrement dit la commission Laurando-Dunton, qui, plus de 10 ans auparavant, stipulait que le Canada vivait la pire crise de son histoire. Donc, à chaque commission, c'est pire que la c'est vraiment terrible. L'apocalypse arrive à chaque fois. La crise à l'époque provenait du Québec et de son refus de l'ordre établi en 1867, essentiellement. La différence... 14-15 ans plus tard, selon les commissaires, et que le pays fait maintenant face à 2 défis existentiels. Le premier demeure l'acceptation de sa dualité, c'est-à-dire le problème du Québec, la cohabitation entre les Canadiens français et les Canadiens anglais. Le deuxième problème consiste à donner une nouvelle et plus profonde expression aux forces du régionalisme à l'intérieur du système constitutionnel et de la structure du pouvoir au Canada. Okay. Un mot là-dessus, en fait, j'ai mentionné déjà l'Alberta, mais c'est que
la réponse au choc pétrolier du gouvernement du choc pétrolier qui est en fait les pays de l'OPPE qui se collent ensemble pour faire augmenter les prix du pétrole à l'époque. C'est ça la source des crises économiques des années 70. Oui. La réaction de du gouvernement fédéral, ça a été d'investir l'État dans le pétrole directement, puis de réguler les prix. Il avait mis en place aussi une politique de contrôle salarial pour limiter les hausses et contrôler, enlever les accords syndicaux qui avaient été négociés, justement, et ça avait joué beaucoup. Ce qui avait été au grand mécontentement de l'Alberta, puis c'est la principale, je crois, source de tension qui permet au commissaire de dire que le régionalisme est maintenant un grand problème au Canada. C'est dans le contexte de la crise constitutionnelle très actuelle que la priorité est accordée à ces deux points-là, parce que les commissaires jugent que si on laisse l'un ou l'autre se propager ainsi, ça va mener à l'éclatement du pays. Au fil du travail, les commissaires sont pourtant forcés de constater l'existence d'au moins 2 autres fractures dans l'édifice de l'unité nationale. Tout comme lors de la commission Laurando-Dunton, les communautés culturelles issues de l'immigration récente viennent remettre en question le bien fondé du dualisme et du biculturalisme assumé de la commission. Pour la majorité des représentants des communautés ethno-culturelles, le fait que ces idées tiennent encore une place centrale dans l'ordre symbolique du pays représente un facteur d'exclusion et distrait des enjeux sociaux qui préoccupent les ressortissants de l'immigration. Il s'agit là, comme je disais, de représentations qui ne sont pas nouvelles et qui, déjà au tournant des années 60 et 70, avaient été instrumentalisées par le gouvernement fédéral en une politique de multiculturalisme dont la fonction première était de déclasser les velléités nationalistes en provenance du Québec. OK. C'est ça. Donc, la nouveauté, je crois, dans la commission Pépin-Robas, parce que ça, comme je dis, c'était déjà un phénomène présent, c'est que, contrairement à Laurando-Dunton, elle est le théâtre d'une prise de parole de nombreuses associations autochtones de partout au pays qui profitent de la tribune offerte par les audiences publiques de la commission pour faire part de leurs griefs. Cette participation à une commission d'enquête a une ampleur qui trouve jusque-là peu d'égale dans l'histoire canadienne, particulièrement en ce qui a trait aux questions constitutionnelles. Les représentations des Autochtones sont de nature différente et ce, de manière correspondante à leur situation géographique. Mais de manière générale, il faut relever que les Autochtones soulignent à gros traits que, je cite loussement en ce moment, que tout le monde sait qu'ils occupaient le territoire bien avant 1492. Pourquoi donc l'histoire du Canada ne commence-t-elle qu'à l'arrivée des premiers Européens? Se demande-t-il. Dire que les Anglais et les Français sont les 2 peuples fondateurs, c'est insulter grossièrement les Autochtones qui, même s'ils étaient là avant, étaient néanmoins disposés à partager leur pays avec les nouveaux venus. Et pourquoi les Autochtones choisissent-ils la commission Pépin-Robert pour justement... Choisissent-ils d'investir cette commission-là et pas celle d'avant? En ce moment, on est dans... les années 70, c'est un peu le théâtre où les Autochtones commencent à se regrouper en association puis à vouloir participer un peu plus parce qu'ils jugent que c'est maintenant une stratégie valable pour faire valoir leurs droits. Okay. Particulièrement depuis 1969 où c'était le fameux livre blanc de Trudeau et de son autre, le Jean Chrétien, en fait, qui était le ministre des Affaires du Nord et des Affaires autochtones. Son acolyte. Oui, son acolyte, là, carrément. Mais ce livre blanc-là proposait de faire des Autochtones des citoyens canadiens comme les autres et d'abolir tous leurs droits. Puis là, c'est ça qui avait déclenché une réaction épidermique aux Autochtones. Alors, depuis ce temps-là, les Autochtones commencent à s'organiser un peu mieux. C'est vraiment prise de conscience identitaire. Les Autochtones commencent à se mobiliser puis justement à profiter de ces tribunes-là pour faire valoir leurs droits. Okay. Donc, c'est ça. Fait que là, on juge que, on a... C'est ça. Les commissaires sont quand même assez bien désarmés devant ces problématiques. Comment ils envisagent de le régler? En fait, c'est en le reconnaissant puis en disant qu'on va pas donner de priorité à ça. De toute façon, c'est pas ça qui menace de faire éclater le pays en ce moment. C'est la possible sécession du Québec qui va le faire. Puis ça se trouve dans le rapport final de la commission. Pour ce qui est du reste, des recommandations
du rapport déposé en 79, elles vont à l'encontre carrément de la stratégie fédérale mise de l'avant par le gouvernement libéral de Trudeau depuis 1969. OK. Les commissaires le prient de considérer la question des droits linguistiques comme du domaine des compétences provinciales plutôt que les enchâssés dans la Constitution. Recommandent aussi une réduction globale du pouvoir fédéral, des modifications au système électoral fédéral, remplacer le Sénat par une chambre des partenaires de la par des fédérations, donner une voix aux Finalement, provinces c'est pour le la chaos qui nomination. recommande. Oui, c'est vraiment une vision alternative complètement différente qui est quand même assez bien, assez beaucoup discutée dans le reste du Canada, mais ça a finalement peu d'impact en regard de comment s'est passé le rapatriement constitutionnel en 1981. Aucune de ces idées-là a été retenue. Le tout a été bien tabletté. Trudeau était assez confus au début. Première journée du rapport, il dit oui, c'est magnifique, c'est très bien. Le lendemain ou la même semaine, il dit c'est vraiment de la merde finalement. Il avait pris le temps de le lire entre les deux. Il avait pris le temps de le lire Ah, entre les deux, effectivement. Par contre, ça a eu un certain impact au moment... dans le champ politique québécois, je dirais... Québec, oui. Pardon? Au Québec, comment ça a été reçu? Ben, ça a été assez bien reçu par les forces fédéralistes. Une année plus tard, Claude Ryan, le chef du Parti libéral à l'époque, publie son livre beige en réponse au livre blanc sur la souveraineté du Parti québécois, puis on retrouve des idées assez semblables, mais je pense qu'on a quand même une certaine réticence à endosser complètement la commission qui finalement était une créature du gouvernement fédéral et on voulait plutôt mettre de l'avant une vision qui était propre, mais les idées qui étaient retrouvées dans le livre beige de Claude Ryan sont, somme toute, s'inscrivent dans la même pensée politique, je crois. Bref, je peux m'arrêter ici. On continue de parler C'est une chronique dont vous êtes le héros. Écrivez-nous si vous voulez qu'Antoine continue. Si vous échouez, allez en page 14. Merci Antoine, fort intéressant comme toujours. Valérie, on poursuit en musique, n'est-ce pas? Oui. Je me suis laissée inspirer par la chronique de Sabrina, pas parce que la commission Pépin Roumain m'a pas Damnation! Pourtant, il y a des bons groupes country qui ont fait des bons morceaux sur cette commission-là. Ah, j'en suis certaine, puis on va les laisser tranquilles. Donc, on va en musique avec la chanson Médecine du groupe Rising Appalachia. Wow. Rushing is violence, and so is your silence when it's rooted in compliance. To stand firm in loving defiance, make Archer alliance, give voice to the fire. Move people to the beat of the wind, gather yourself and begin to dance the song until it ends. We are winners, champions of the light, forming in numbers and might. Keep the truth close in sight. And woman, medicine man, walking with grace. I know your face and I trust your hands. Medicine woman, medicine man, walking with grace. I know your face and I trust your hands. Find your teachers in the voice of the forest. Unplug, you can't ignore this wisdom of the voiceless. Remedies are bountiful and surround us, from the garden to the farthest. Prayer made of stardust. Find your healing in the music that calls you, the voice that enthralls you. What do you belong to? Eyes out, there's the setting of the sun. Give thanks to each and every one. The lesson is the medicine woman, medicine man, walking with grace. I know your face and I trust your hands. Medicine woman, medicine man, walking with grace. I know your face and I trust your hands.
extending my trap strip back into the messages in action. The art is feeding, stop start the disbelieving, cause the garden holds the shards, the medicine is in the seeds. When we hold tight to our right to protect, and we know our might is tenfold in connection. Our elders hold them bright lights, we protect them. The medicine is evident, the wolf, the hawk, the bear clan. We hold tight to our right to protect, and we know our might is tenfold in connection. Our elders hold them bright lights, we protect them. The medicine is evidence, the wolf, the hawk, the medicine woman, medicine man. Walking with grace, I know your face and I trust your hands. Medicine woman, medicine man. Walking with grace, I know your face and I trust your hands. Vous écoutez Histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca. David Girard à l'animation. Pour le dernier segment, on revient à Montréal avec Amélie qui va nous parler de l'île des Sœurs, une petite île près de Montréal. En fait, qui fait partie de Montréal. Je suis mélangé. Oui, t'es tout mêlé. Oui. Mais en fait, c'est que j'ai regardé un reportage de la semaine dernière sur le nouveau pont Champlain. Puis, le nouveau pont Champlain, l'île des Sœurs, tout ça. Puis là, je me suis rendu compte qu'en fait... T'as besoin d'un sujet de chronique. Ouais, mais je me suis rendu compte qu'en fait, je ne connaissais rien de l'île des Sœurs. Puis là, j'ai réalisé rapidement que son développement était extrêmement récent. Puis par rapport à tous les autres quartiers de Montréal que je connais sur l'île, en fait, c'est extrêmement récent. Donc, j'étais comme, ben, ça pourrait être un bon sujet de chronique. Alors, embarquons et nous commençons. Allons à l'île. Donc, au départ, cette île-là s'appelait l'île Saint-Paul et elle avait été nommée ainsi en l'honneur d'un célèbre Paul, M. Paul Chemédé de Maisonneuve lui-même. Elle avait été séparée en 3 concessions qui avaient été attribuées très rapidement à 3 notables montréalais en 1664. Il y avait Jacques Lebert, qui était sieur de Saint-Paul et Sonneville, Claude Rebuel de Saint-André, sieur de Lanoux, et Jean de Lavigne. Et lui, il avait un tout petit nom très simple. Et... en fait, il n'est pas important parce qu'à peine quelques années plus tard, Jean de Lavigne va vendre sa partie d'île à Marie Lebert, qui était la sœur de Jacques Lebert. Et donc, finalement, lui, ils vont consolider les deux parties Lebert ensemble. Donc, il va avoir le fief de Saint-Paul qui appartient au Lebert et le fief Lanoux qui appartient à Claude Rebuel. C'est pour Marie Lebert, justement, qui va se marier avec Charles Lemoine. Non, pas du tout. Les Lebert sont extrêmement importants dans la... C'est des riches... à la base, c'est une famille de riches marchands. Oui, puis ils vont faire des alliances, justement, avec les Lemoine, qui sont de riches personnes de la Rive-Sud. Oui. Attends, j'arrive avec d'autres Lebert. Oh mon Dieu, OK. Et donc, en 1695, donc une trentaine d'années plus tard, Jeanne Lebert, la fille de Jacques Lebert, va... Elle est très, très, très religieuse et elle va vouloir donner une partie des terres qu'elle possède sur l'île. Elle va en donner une petite partie à la congrégation de Notre-Dame. Je vais juste faire une mini parenthèse sur Jeanne Lebert parce que c'est un personnage que je trouvais quand même... Je n'avais pas été vraiment au courant de cette femme-là, puis je trouvais ça particulièrement intéressant. Elle est fascinante. Un peu weirdo, mais fascinante. Ouais. Dans le fond, tu pourras compléter, en fait, Valérie, mais elle est née à Montréal en 1662 et à Montréal, à ce moment-là, Montréal n'a pas 20 ans encore. Donc, sachant qu'elle a une famille elle vient d'une famille très, très importante. Qui pourrait donc être ses parrains, marraines? Ça prend des personnes importantes. Qui de mieux que Paul Chemédé de Maisonneuve et Jeanne Mance eux-mêmes? Donc, c'est son parrain et sa marraine, c'est ces personnages-là très illustres. Et donc... on s'imagine rapidement qu'elle est promise à un avenir brillant ou du moins un mariage très avantageux, mais elle va décliner tous ses nombreux soupirants et elle va aussi rejeter les voies religieuses et elle va en fait adopter un mode de vie de recluse. Et donc, pendant plus de 40 ans, elle va vivre dans un appartement en parallèle dans sa maison paternelle. Puis finalement, quand son père va décéder, elle va déménager dans un autre appartement juste à côté de la chapelle, la congrégation Notre-Dame, qu'elle a beaucoup aidée dans sa vie. Mais encore là, elle va pas faire les vœux de la congrégation. Puis, mais elle
Elle va juste vivre, en fait, en recluse de la société en général. Elle ne se marie pas. Elle se marie pas, mais elle devient pas religieuse non plus. Donc, c'est vraiment une vie de recluse. Elle est très religieuse, évidemment, mais pas... Elle ne fait pas les vœux, pardon. OK. Exact. Elle va faire des travaux manuels, comme elle a fait des toiles, des tapisseries, des trucs comme ça, de la broderie. Mais c'est un personnage très mystique, là. Ouais. On la connaît peu aussi. Oui, on la connaît très, très peu. Ouais. Bref, c'était ma parenthèse. Ma parenthèse, Jeanne Lebert. Et il y a aussi, en fait, la congrégation religieuse qui va acquérir une partie, va recevoir en cadeau une partie de l'île Saint-Paul à ce moment-là. C'est la congrégation de Notre-Dame, qui avait été fondée une trentaine d'années auparavant par Marguerite Bourgeois. La vocation de cette communauté-là, c'est essentiellement l'éducation des jeunes filles. Et les sœurs de Notre-Dame vont s'établir rapidement à Pointe-Saint-Charles, notamment à la maison Saint-Gabriel. Et c'est les sœurs qui vont être, entre autres, chargées de l'accueil des filles du roi plus tard dans l'histoire de Montréal. OK. En 1706, la congrégation va consolider ses assises à l'île Saint-Paul en achetant le fief Lanoux. Donc, à ce moment-là, ils vont posséder environ la moitié de l'île, c'est-à-dire un tiers il y avait comme 3 fiefs au début. Elles vont en posséder un des 3, puis une partie du deuxième. Et donc, finalement, à partir de ce moment-là, ils peuvent commencer à penser à s'établir de façon un peu plus importante sur l'île. Et finalement, ça va être en 1769, suite à la conquête britannique, que les sœurs vont avoir l'occasion d'acquérir complètement l'île. C'est-à-dire que le fief Saint-Paul qui restait, qui appartenait au Lebert, qui a été vendu à travers le temps, finalement, va être mis un peu aux enchères. Et c'est les sœurs de la congrégation de Notre-Dame qui vont remporter la mise. Et c'est comme ça, en fait, qu'elles vont acquérir l'île au complet en 1769. Quelques années plus tard, alors que les sœurs sont en train ils font de l'agriculture, puis sont en train de s'installer plus durablement sur l'île, il va y avoir l'invasion américaine en 1775 et les Américains vont profiter de cette île à proximité de Montréal parce que c'est vraiment très proche. Et ils vont profiter de l'île pour installer des campements pour tous les soldats, vu que c'est très proche. Ça va être avantageux pour eux. Finalement, quand les Américains vont quitter, elles vont vraiment entreprendre de s'installer plus durablement. Elles vont vouloir modifier les bâtiments de ferme qui ont été laissés par les Lebert, en construire de nouveaux parce qu'elles vont vraiment utiliser l'île à des fins agricoles essentiellement. Elles vont faire... C'est la même communauté qui possède la ferme Saint-Gabriel, en fait. Oui, exactement. Puis dans le fond, entre les deux, les sœurs faisaient la traversée essentiellement en chaloupe ou en barque parce qu'il n'y avait pas de pont, évidemment, à l'époque. Il y avait aussi... En fait, l'île des Sœurs a été utilisée surtout comme un camp d'été, dans le fond. Un peu plus tard, j'imagine, quand l'agriculture commençait à décliner un peu. Puis, elles pouvaient traverser justement en barque. Puis, elles avaient... on peut encore la voir au musée, d'ailleurs, une espèce de longue... cornes. Puis ils peuvent crier dedans, genre petite barque ou grande barque. C'était à ce point-là que ça voyageait bien sur l'eau, le son, puis c'était pas si loin que ça. Fait qu'il y avait quelqu'un de l'autre bord qui entendait, mettons, petite barque. Fait que là, il embarquait sur la petite barque, puis il voyageait comme 5-6 personnes ou la grande barque pour comme une dizaine de personnes. Ah, les méthodes de communication n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui, hein? Non, puis en fait, c'est qu'il y avait toute la portion agriculture qu'il y avait sur l'île, mais il y avait aussi une portion retraite. Parce que à ce moment-là, Montréal vivait vraiment une période d'urbanisation et d'industrialisation très, très, très importante. Si on pense, entre autres, au sud-ouest, avec le canal de la Chine, il y avait beaucoup d'usines. Puis c'était des usines... des grosses usines très polluantes. Donc, ça se peut que les sœurs qui habitaient dans le domaine Saint-Gabriel, par exemple, aient eu le désir, à quelque part, d'échapper un peu et de mettre un cours d'eau entre elles et ces usines-là. Donc, pendant l'été, il y en a beaucoup qui vont se retirer sur l'île Saint-Paul à l'époque. Dans l'ancien manoir seigneurial des Lebert qui était là, elles l'ont transformé, elles l'ont amélioré pour que ça devienne un peu leur manoir à elles. D'ailleurs, la maison Saint-Gabriel était aussi une maison qui appartenait à Jacques Lebert à la base. J'imagine qu'en étant là, c'est ça, ils voient le front urbain arriver, puis il y a aussi une volonté de se réfugier plus en nature, en forêt, tranquille, dans les champs où on peut méditer, penser, réfléchir. Ça donnait à la contemplation, à l'adoration, des créatures de Dieu. Et donc, sur l'île, il va y avoir ces bâtiments, le manoir, évidemment, où elles vont se retraiter, mais il va y avoir aussi plusieurs bâtiments de ferme et des bâtiments pour loger les employés, parce que les sœurs vont faire beaucoup des travaux
travaux d'agriculture elles-mêmes, mais il va y avoir aussi des employés qui vont aider à gérer toute la portion agriculture, mais aussi faire tous les travaux d'entretien ou même gérer la barque qui doit passer d'un côté à l'autre. Tout ça, c'est des employés qui étaient en charge de tout ça. C'était des domestiques ou... C'était des... Au sens propre, probablement, c'était des domestiques, mais ils étaient comme employés. Là, il y avait comme un salaire, mais ils étaient aussi logés, nourris par les sœurs. Donc, je pose la question, mais c'est parce que j'ai fait un travail là-dessus. À un moment donné. Tu voulais juste plugger que tu Oui, travailles. exactement. Je travaille aussi, je fais pas juste la radio. Bénévole. Mais non, bref. Non, quoi? Je me rappelle très bien. En fait, ce qui était très drôle avec les employés des sœurs, c'est que eux avaient un compte, un relevé de compte, enfin un livre de compte. Puis là, ils marquaient le salaire de l'employé. Puis là, ils leur vendaient de la marchandise, ils leur donnaient du linge, tout ça. Puis ils déduisaient ça. Puis à la fin du mois, le salaire versé, c'était tout ce que l'employé n'avait pas consommé. Donc, tu sais, finalement, les salaires, des fois, c'était vraiment pas élevé. Mais les sœurs ne sont pas... Ah oui, ne sont pas enrichies pour rien. Hein? Et donc, pendant le... C'est ça, en fait, elles étaient vraiment productives. Puis, il y a des listes de tout ce qu'elles pouvaient produire en quelques années. Mais c'est aussi qu'il y avait beaucoup d'animaux. On parle beaucoup de l'agriculture, mais il y avait beaucoup d'animaux sur l'île. Ils pouvaient avoir des vaches, des moutons, des canards, des pigeons, des dindes. Et ils faisaient pousser du blé, certes, mais aussi toute une grande culture maraîchère qui servait à nourrir toutes les personnes logées par la congrégation. Mais j'imagine aussi qu'ils devaient évidemment créer des surplus et donc les vendre. Et ça pouvait être très prolifique. Elles étaient pour les apicultrices sœurs. aussi. Ah! Ouais, les petites abeilles. Vous êtes bien? Ben oui. Donc, une autre parenthèse, en fait, c'est une suite de parenthèses, tout ça. J'ai parlé de la difficulté de rejoindre l'île en barque et qu'on ne pouvait pas le faire à tous les jours, évidemment. Mais l'hiver, vu la proximité, il y a eu plusieurs années où est-ce qu'ils ont pu installer un pont de glace s'est formé, en fait. Et à partir de là, ils pouvaient circuler en calèche à tous les jours. Il n'y avait pas de problème. Okay. Et donc, c'est dans les périodes de grand froid qu'ils en profitaient pour traverser des gros voyages très lourds. Parce que, par exemple, sur l'île, ils pouvaient extraire de la pierre et utiliser cette pierre-là pour construire des choses à Pointe-Saint-Charles. Mais traverser des voyages de pierre durant l'été sur une barque, c'est une autre game qu'en hiver sur un traîneau. Donc, ils en profitaient pendant la saison hivernale pour faire des plus gros voyages. En 1876, c'est un point tournant dans la vie un peu municipale de l'île parce qu'en fait, ça a été indépendant. Ben pas indépendant, mais avec le régime seigneurial et tout, c'était pas vraiment affilié à une municipalité. Puis en 1876, alors que tout le sud-ouest, je l'ai dit, se développe grandement, il va y avoir plein de municipalités qui vont apparaître. Et en 1876, c'est la municipalité de Verdun qui est créée. Et elle devient une ville en 1907 et une cité en 1912. Donc, on comprend que la ville vit de grandes périodes de croissance. À ce moment-là, l'île Saint-Paul est rattachée officiellement au territoire de la municipalité et évidemment, les échevins de Verdun vont vouloir que les sœurs payent des frais fonciers associés à leur terrain. L'affaire, c'est que bien souvent, les congrégations religieuses ne vont pas payer vraiment des frais fonciers. Ils vont s'entendre avec les municipalités parce qu'ils ont comme un statut particulier. Donc, elles essaient de broder un peu sur ce statut-là particulier, mais ils ont vraiment des relations très, très, très tendues avec Verdun. Et finalement, les sœurs se tannent et remontent aux autorités provinciales pour dire, ben là, pour vrai, moi, j'ai pas envie de payer des taxes à Verdun. Et elles vont réussir. Et le premier ministre de l'époque, Félix-Gabriel Marchand, va détacher l'île Saint-Paul de Verdun et leur donne un statut un peu particulier. Donc, elles ne sont pas une municipalité, elles n'ont pas d'organisation municipale, mais elles n'ont pas de citoyens, elles ne perçoivent pas de taxes, donc elles ne donnent pas de services municipaux non plus. Donc, il n'y a pas d'égout, pas d'eau courante, mais pas de conseil municipal non plus. Et dans le fond, les sœurs administrent leur île entièrement en rendant plus ou moins compte à personne, en fait. Là. Elles sont plutôt indépendantes. Et elles vivent quand même en autarcie avec leur autre domaine et ça se passe plutôt comme ça. Finalement, dans les années 1920, à ce moment-là, les sœurs vont ouvrir les portes à la modernité. Donc, elles vont avoir le téléphone en 1920, l'électricité en 1928. Et, fini le cornet. Non, mais l'électricité en 1928, c'est quand même beaucoup plus tard. Là. L'électricité à Montréal est arrivée dans les années 1890. En 92, le tramway était électrique. Donc, en 1928, c'est quand même plusieurs années, une trentaine d'années après l'électricité à Montréal.
Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, que là, la convoitise pour cette île-là devient vraiment plus grande. Et donc, on s'imagine qu'il y a des projets qui sont installés là. Est-ce qu'on fait un aérodrome? Est-ce qu'on fait un musée? Est-ce qu'on fait une réserve faunique sur ce terrain-là, à proximité de Montréal? Mais rapidement, finalement, je vous dis, aucun de ces projets-là s'est réalisé. Mais la valeur du terrain augmente sans cesse. Et finalement, les sœurs acceptent de le vendre en 1956 à une compagnie de promoteurs qui s'appelle la Quebec Home and Mortgage Corporation Limited. Et elles vendent. Ouais. Est-ce qu'ils gardent une propriété sur l'île ou ils Non, vendent? en fait, elles vont vendre l'île au complet pour une somme de 3 millions. Et dans le fond, ça équivaut à 11 millions actuellement. Et le promoteur, lui, planifie de faire un développement résidentiel majeur. Des tours à condos. Sur l'île, exactement. Et donc, c'est en 1957, les Sœurs vont quitter leur résidence secondaire de l'île des Sœurs. Et c'est un peu à ce moment-là qu'on va officiellement reconnaître que l'île Saint-Paul s'appelle aussi l'île des Sœurs. Mais dans le fond, depuis le début, depuis vraiment, en fait, toujours, ça s'appelait souvent en anglais, ils disaient Nuns Island. Puis les deux noms ont été en usage égaux. L'île Saint-Paul, l'île des Sœurs, Nuns Island, c'était vraiment en rotation. Et finalement, c'est à partir du moment que les Sœurs ont quitté l'île que ça a été en 1957. Que ça a été un peu plus entériné officiellement que c'était ça le nom. Évidemment, en 57 aussi, les Sœurs quittent. L'île des Sœurs, elle est associée à... elle est fusionnée avec Verdun. Et malheureusement, en fait, en 1960, le vieux manoir des Sœurs, qui était la maison des Lebert, a pris en feu parce que 2 petits garçons ont mis le feu dedans volontairement pour le simple plaisir, disons-nous, de voir des pompiers traverser en bateau pour aller éteindre le feu. Voyons. Je ris, mais c'est pas drôle. Non, mais évidemment, tout a brûlé. Là. C'était vraiment super vieux comme maison, donc il ne reste plus rien. Et donc, voilà, les enfants, que peut-on y faire? Et... bref, je vais couper beaucoup de toute cette fin de chronique. On aurait pu faire 1h30 avec tout ce qu'on avait aujourd'hui. Finalement, l'île des Sœurs a été pensée. Est-ce qu'on fait l'Expo 67 à cet endroit-là? Finalement, non. C'est resté vraiment principalement des condos qui ont construit des tours. Dans les années 70-80, énormément de condos, de tours. Dans les années 90, c'est là qu'ils vont faire les premiers développements de maisons unifamiliales. Puis, en fait, à partir de la fin des années 70, il va avoir un peu l'idée de hey, est-ce qu'on peut faire un petit bloquer les constructions, il faut préserver la nature, mais rien à faire, ça continue. Et en fait, c'est fléau des condos. Ouais, ben c'est ça. En fait, il reste encore beaucoup d'îlots de verdure sur l'île des Sœurs, mais. Mais c'est ça, le golf, ça a été dans les premiers trucs qui ont été construits verts, mais encore là, il y a beaucoup de tours et pas tant que ça de maisons, mais ça reste... Il y avait quelque chose de pas vert. Ouais. Et voilà, c'est un peu ça. Et en 2016, les travaux du nouveau pont Champlain ont commencé tout près. On a hâte de voir ce qui va arriver avec... Ben, en fait, il était supposé d'ouvrir en décembre dernier. Hein? Le pont Champlain? Ouais, le nouveau. Oui, mais curieusement, c'est en retard. Bref. Soyons optimistes. Bon, merci à tous et toutes de vous. Merci, Amélie. Hey, je m'excuse, c'était comme une fin vraiment très rapide. Ben non, on a compris. Ça va. On va s'en remettre. Merci à tous et toutes de vous être rejoints à nous pour cette édition du 19 avril 2019 d'Histoire de passer le temps. Nous sommes sur les ondes de choc.ca. C'était David Girard à l'animation, en compagnie d'Amélie Roy-Bergeron, de Sabrina Gaudreau-Drouin, d'Antoine Brousseau-Desaulniers et de Valérie Beaulieu-Paquette. C'est le Festival des noms composés aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente semaine à tous et toutes.